Ma maison a été consumée par les flammes en quelques minutes. Désespéré, je me suis rendu chez mon fils. Il a regardé sa femme et a dit « Papa veut habiter ici ». Puis il a déclaré « Il n'y a pas de place pour un fardeau comme toi ». Et il a fermé la porte sans remords, sans alternative, alors que la ville sombrait dans un blackout total, je marchais dans les rues obscures. C'est alors qu'une limousine noire s'est arrêtée devant moi. Le chauffeur a baissé la vitre et a dit 3 mots qui changeraient tout. « Montez, monsieur ». À l'arrière se trouvait Julien Rousseau, l'ami d'enfance de mon fils, que nous avions perdu de vue il y a 20 ans, celui que j'avais aidé quand personne d'autre ne le faisait. J'ai 68 ans et je n'aurais jamais imaginé voir toute ma vie disparaître en moins de 10 minutes. L'odeur est venue en premier. Cette odeur étrange, chimique, qui paralyse la poitrine. Puis la fumée grise qui s'est infiltrée sous la porte de ma chambre. Quand je l'ai ouverte, le couloir était un enfer orangé. Les flammes bougeaient, comme si elles avaient une vie propre, dévorant les rideaux que ma mère m'avait offerts lors de mon mariage. Il y a 42 ans. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai seulement pu saisir mon portefeuille en cuir, celui que ma femme Claire m'avait offert pour notre 20e anniversaire de mariage, avec nos initiales entrelacées en fil doré, et j'ai couru vers la porte d'entrée. La chaleur brûlait mon dos. Mes pantoufles fondaient sur le sol. Dehors, mes voisins appelaient déjà les pompiers. Madame Dubois m'a enlacé pendant que je tremblais, regardant les fenêtres exploser une à une. Chaque explosion était un souvenir qui s'évanouissait. Là se trouvait l'album avec les photos de Mathieu bébé. Là, le piano ancien où ma grand-mère m'avait appris à jouer. Là, les bijoux que j'avais hérités et que je pensais laisser à ma petite fille. Les pompiers sont arrivés 20 minutes plus tard, mais c'était déjà trop tard. Le feu avait gagné. « Monsieur Beaumont », a dit le commandant avec cette voix qui essaie d'être gentille, mais qui apporte de mauvaises nouvelles. L'origine est électrique. L'installation était ancienne. Je suis désolé, mais c'est une perte totale. Une perte totale. 40 ans de ma vie réduits à des décombres fumants et 2 mots froids. « Vous aviez une assurance ?» a demandé un jeune pompier. J'avais annulé 6 mois auparavant. Ma retraite de la fonction publique couvrait à peine la nourriture et l'assurance coûtait 120 € par mois que je ne pouvais plus me permettre. Je n'avais jamais pensé que quelque chose comme ça pourrait m'arriver. Je suis resté là, serrant mon portefeuille contre ma poitrine, pendant que l'aube peignait de rose les cendres de ce qui avait été mon foyer. Je n'avais plus rien. Pas de vêtements, pas de documents, pas d'endroit où dormir cette nuit-là. Et à ce moment-là, avec la fumée brûlant encore mes poumons, je ne pouvais penser qu'à une chose, j'avais besoin de mon fils. Si vous vous êtes identifié à cette histoire, abonnez-vous à la chaîne Conseil du grand-père pour continuer à suivre des confessions comme celle-ci qui vous feront réfléchir sur la famille, l'amour et la dignité. Mais ce qui était sur le point de se passer, je n'aurais pu l'imaginer même dans mes pires cauchemars. Mathieu vit à seulement 40 minutes de là où se trouvait ma maison, ou plutôt de là où elle se trouvait. Avec les mains tremblantes, j'ai composé son numéro pendant que Madame Dubois tenait mon bras. Le téléphone a sonné 5 fois avant qu'il ne réponde. « Papa, il est 6 heures du matin. » Sa voix semblait irritée, endormie. « Fils, ma maison a brûlé. Tout a brûlé. » Je pouvais à peine parler entre les sanglots. « Je n'ai rien, Mathieu. J'ai besoin... » « Attends. Quoi? Brûlé? » Il y a eu un silence. « Écoute, je ne peux pas parler maintenant. Isabelle et moi avons un dîner important ce soir. »« Mathieu, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. » Un autre silence, plus long, plus froid. « D'accord, viens. Mais seulement pour aujourd'hui, tu comprends? Juste pour que tu t'organises. » Madame Dubois m'a prêté 50 € pour un taxi. Durant le trajet, je m'accrochais à mon portefeuille comme si c'était la seule chose qui me reliait à la personne que j'avais été hier. Le chauffeur ne m'a même pas fait payer la course entière quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il existe encore des bonnes personnes dans ce monde. La maison de Mathieu est située à Neuilly-sur-Seine.
Un quartier où les hôtels particuliers ont des portails en fer forgé et des jardins qui semblent sortir directement d'un magazine. 3 étages de pierre grise, d'immenses fenêtres, 2 BMW récentes garées devant. Mon fils avait réussi. Il travaillait comme directeur financier dans une multinationale. Il gagnait en un mois plus que je n'avais gagné en un an. Je me suis senti si petit devant cette porte en bois sculpté. J'ai sonné 1 fois, 2 fois. Isabelle a ouvert presque immédiatement. 35 ans, grande, svelte, avec ce type de beauté intimidante. Elle portait un peignoir de soie bordeaux et ses cheveux étaient parfaitement coiffés, même avec le soleil qui n'était pas encore levé. Elle m'a regardé de haut en bas. Mes vêtements sentaient la fumée. Mon visage était taché de suie, mes pantoufles à moitié fondues. Sa bouche s'est tordue dans quelque chose qui n'était pas exactement un sourire. Henri, elle a dit mon nom comme si ça lui faisait mal à la langue. Mathieu m'a dit, quelle situation déplorable. Elle ne m'a pas invité à entrer. Elle est simplement restée là, bloquant l'entrée. Mathieu est-il là? Ai-je demandé. Ma voix était si faible. Il s'habille, nous avons une journée très chargée. Isabelle, s'il te plaît, j'ai juste besoin d'un endroit où rester pendant... Chérie, elle a appelé vers l'intérieur, me regardant toujours. Ton père est là. Mathieu est apparu derrière elle. Mon fils, le garçon que j'avais porté dans mes bras, que j'avais nourri, pour qui j'avais veillé quand il avait eu une pneumonie à 5 ans et que les médecins n'étaient pas sûrs qu'il survive. Ce garçon était maintenant un homme de 42 ans en costume italien et montre qui avait coûté plus que ma maison. Enfin, ce qui avait été ma maison. Nos regards se sont croisés et alors quelque chose s'est produit que je n'oublierai jamais. Mathieu a regardé Isabelle, elle lui a rendu son regard, et ils ont tous les deux ri. Ce n'était pas un rire nerveux, c'était un rire de moquerie, d'incrédulité, comme si ma présence à leur porte était la blague la plus absurde du monde. « Regarde ça !» a dit Mathieu avec ce demi-sourire. « Mon père veut habiter ici. » Ces mots m'ont frappé plus fort que la chaleur de l'incendie. « Mathieu, je suis ton père !» Il m'a interrompu, et le ton était celui qu'on utiliserait avec un vendeur ambulant ennuyeux. « Il n'y a pas de place pour un fardeau comme toi. Isabelle et moi avons nos vies organisées. Nous ne pouvons pas gérer la situation. » Situation ? C'est ainsi qu'il avait appelé ma tragédie. Une situation. « Fils, c'est juste jusqu'à ce que je puisse... » « Je suis désolé, a-t-il dit, mais il n'y avait pas une once de regret dans ses yeux. « Cherche un ami, ou appelle les services sociaux. Ils ont des refuges pour les personnes dans ta situation. » Isabelle a posé sa main sur l'épaule de Mathieu, possessive, protégeant son territoire. « Nous avons des engagements, Henri. Je suis sûr que tu comprends. » Et alors Mathieu a fermé la porte. Il ne l'a pas claquée violemment. Cela aurait été presque plus honnête. Non, il l'a fermée lentement, calmement, comme quelqu'un qui ferme la porte du réfrigérateur après avoir vu qu'il n'y a rien d'intéressant. Je suis resté là, sur les marches de la maison de mon fils, avec le soleil du matin qui réchauffait mon dos et la froideur de son rejet qui gelait mon âme. Une dame qui balayait le trottoir devant la maison voisine m'a vu. Elle a rapidement détourné le regard, gênée. Elle aussi avait tout entendu. J'ai marché vers la rue, les jambes tremblantes. Pas de fatigue, mais de quelque chose de pire. Ce type de douleur qui vous fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour, sur la famille, sur qui vous êtes. Et c'est alors, assis sur le trottoir d'un quartier qui ne serait jamais mon foyer, avec mon portefeuille sur mes genoux et des larmes que je ne pouvais plus retenir, que je me suis souvenu de quelqu'un. Quelqu'un qui ne partageait pas mon sang, mais qui partageait peut-être quelque chose de plus important avec moi. Les lumières de la ville se sont éteintes brusquement. Un blackout total. Neuilly-sur-Seine, Paris, tout était plongé dans l'obscurité. Les seules lumières provenaient des phares de quelques voitures qui passaient lentement, cherchant leur chemin dans le noir. Je marchais sans destination, perdu dans mes pensées et dans l'obscurité. Où pouvais-je aller ? Qui se souciait encore du vieil Henri Beaumont? C'est alors qu'une limousine noire, élégante et brillante même dans le noir, s'est arrêtée à côté de moi. La vitre arrière s'est baissée lentement. « Monsieur Beaumont ?» Une voix masculine, profonde, familière mais que je ne pouvais pas placer immédiatement. «
Oui, ai-je répondu confus. Montez, s'il vous plaît. La porte s'est ouverte et la lumière intérieure m'a momentanément aveuglé. À l'intérieur se trouvait un homme d'environ 37 ans, en costume sombre, impeccable, avec des yeux qui me regardèrent avec une inquiétude sincère. « Julien ?» j'ai murmuré incrédule. « Julien Rousseau ?»« Oui, monsieur Beaumont, c'est moi. » Il a souri tristement. « Montez, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas rester dans les rues, dans le noir, comme ça. » Je suis monté dans la limousine, mes mains tremblantes, mes vêtements sentant encore la fumée. L'intérieur était luxueux, sièges en cuir, éclairage doux, une bouteille d'eau minérale dans un compartiment. « Julien, comment m'as-tu trouvé ?» Il a fait un geste au chauffeur qui a démarré lentement. J'étais à une réunion d'affaires à Neuilly quand le blackout a commencé. J'ai décidé de rentrer et je vous ai vu. Je ne pouvais pas vous laisser là. Pas après tout ce que vous avez fait pour moi. Les larmes ont recommencé à couler. Tu te souviens encore de moi, monsieur Beaumont? Sa voix s'est brisée légèrement. Comment pourrais-je oublier l'homme qui m'a sauvé la vie? Laisse souvenir. Julien Rousseau. Ce nom ramène tant de souvenirs. C'était en 1997. J'avais 40 ans et je venais de terminer un double shift à la mairie où je travaillais comme fonctionnaire. Claire était encore vivante. Mathieu avait 14 ans. Nous habitions un petit appartement mais décent dans le 13e arrondissement de Paris. Notre voisine s'appelait Estelle. Elle avait 33 ans et était toxicomane, avec un fils de 9 ans nommé Julien qui était toujours seul. Mais Julien n'était pas seul, seulement à cause de sa mère. Il y avait aussi son meilleur ami, mon fils, Mathieu. Ils étaient inséparables à l'époque. Julien venait souvent chez nous, et je voyais comment Mathieu l'incluait dans tout, comment ils riaient ensemble, comment ils partageaient leurs rêves d'enfant. Un après-midi, j'ai trouvé Julien en train de pleurer dans la rue. Sa lèvre était fendue. « Qu'est-ce qui s'est passé, mon garçon ?» ai-je demandé. Le petit ami de ma mère a dit que j'étais un fardeau. Il m'a poussé. Cette nuit-là, je lui ai donné de la soupe, du poulet rôti et des légumes pour le dîner. Il a mangé 3 assiettes, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours, parce que c'était probablement le cas. « Ta mère sait où tu es ?» Julien a secoué la tête. « Elle n'est pas apparue depuis hier. » À partir de ce jour, Julien a commencé à frapper à ma porte. D'abord timidement, puis avec confiance. Je lui donnais le petit déjeuner avant l'école. Je corrigeais ses devoirs l'après-midi. Je soignais ses genoux écorchés. Claire protestait parfois, mais je tenais bon. Mathieu adorait avoir Julien autour. Ils faisaient leurs devoirs ensemble, jouaient au football dans le parc, parlaient de devenir astronaute ou pilote de course. C'était beau de voir cette amitié pure, innocente. Quand Julien a eu 11 ans, Estelle a disparu. Elle est simplement partie un matin avec un dealer de Marseille qui lui avait promis une vie meilleure. Julien s'est retrouvé avec une note. « Pardonne-moi, je ne peux plus supporter. » Je voulais l'adopter légalement. J'ai commencé les démarches, mais Claire s'y est opposée. Elle a dit que nous n'avions pas les moyens pour un autre fils. Nous nous sommes disputés pendant des semaines. Mais Mathieu a supplié. « Papa, Julien est mon meilleur ami. On ne peut pas l'abandonner. S'il te plaît. » À la fin, Claire n'a jamais signé les papiers, mais cela n'avait pas d'importance. Julien a emménagé sur notre canapé. Il y a dormi pendant 5 ans jusqu'à ce qu'il obtienne une bourse pour le lycée à Lyon et doive partir. Je lui ai acheté sa valise et ses uniformes. J'ai préparé des repas pour 2 semaines. « Monsieur Beaumont, m'a-t-il dit le jour de son départ, les larmes aux yeux, quand je serai grand et que j'aurai de l'argent, je vous achèterai une grande maison et je prendrai soin de vous parce que vous avez pris soin de moi. Je n'ai pas besoin d'une grande maison, mon garçon. J'ai juste besoin que tu sois heureux et que tu n'oublies jamais d'où tu viens. » Je l'ai embrassé sans savoir que Claire mourrait 2 ans plus tard d'un cancer, sans savoir que Mathieu épouserait Isabelle et deviendrait quelqu'un que je ne reconnaîtrais pas, sans savoir que ce garçon maigre sur le canapé deviendrait un homme qui construirait des immeubles dans toute la ville. Mais il y avait quelque chose d'autre que je ne savais pas, quelque chose qui m'a brisé le cœur des années plus tard.
Quand Mathieu a eu 18 ans et est parti pour l'université, il a coupé les ponts avec Julien. Complètement. Plus de coups de fil, plus de messages, rien. Julien m'appelait parfois, me demandant des nouvelles de Mathieu, mais je ne savais pas quoi lui dire. Mon fils avait simplement laissé tomber son meilleur ami. Mathieu a beaucoup de travail à l'université, Julien, mentais-je, pour protéger les deux. Tu sais comment c'est. Mais Julien savait. Il savait que Mathieu l'avait abandonné, probablement par honte, probablement parce qu'il voulait oublier cette partie de sa vie où il était ami avec le fils de la toxicomane. Et maintenant, 20 ans plus tard, c'était Julien qui me sauvait, pas Mathieu. Dans la limousine. Monsieur Beaumont. La voix de Julien m'a ramené au présent. Où habitez-vous maintenant? Je vais vous ramener chez vous. Ma maison, ma voix s'est brisée. Ma maison a brûlé cette nuit. Je n'ai plus rien. Julien s'est figé. Quoi? Un incendie. Tout a disparu. 40 ans de ma vie, partis. Et Mathieu? Il a hésité avant de prononcer le nom. Votre fils? Je viens de chez lui. Les larmes coulaient maintenant librement. Il a fermé la porte à mon visage. Il a dit qu'il n'y avait pas de place pour un fardeau comme moi. Le silence dans la limousine était assourdissant. Je voyais les mâchoires de Julien se serrer, ses poings se fermer. Il a fait quoi? Julien, c'est... Non. Sa voix était dure comme l'acier. Non, monsieur Beaumont, pas vous. Pas l'homme qui a donné à manger à un enfant affamé. Pas l'homme qui m'a permis de dormir sur son canapé pendant 5 ans. Pas l'homme qui a vendu son propre appartement pour payer l'université de son fils ingrat. Comment sais-tu ça? Parce que j'ai gardé contact avec vous dans mon cœur, monsieur Beaumont. Même quand Mathieu m'a abandonné, vous ne l'avez jamais fait. Vous m'appeliez pour mes anniversaires. Vous veniez me voir quand je suis revenu à Paris. Vous étiez fier de moi quand j'ai ouvert ma première entreprise. C'était vrai. Je n'avais jamais coupé les ponts avec Julien, même quand Mathieu l'avait fait. Écoutez-moi attentivement, a dit Julien en se penchant vers moi. Vous allez venir chez moi ce soir. Demain matin, un médecin viendra vous examiner. Ensuite, nous irons acheter de nouveaux vêtements pour vous. Et puis... Il a fait une pause. Nous chercherons des solutions permanentes. Je vais reconstruire votre maison. Julien, je ne peux pas accepter... Vous le pouvez et vous le ferez. Son ton était ferme mais aimant. Parce que c'est ce que fait une vraie famille. Pas celle qui partage votre sang et qui vous abandonne, mais celle qui choisit de rester. La limousine a traversé Paris, plongée dans le noir. Le blackout continuait, mais à l'intérieur de cette voiture, je me sentais pour la première fois en sécurité depuis l'incendie. « Julien, ai-je murmuré, qu'est-il arrivé entre toi et Mathieu? Pourquoi avez-vous cessé d'être amis ?» Il a regardé par la fenêtre, les lumières rares de la ville se reflétant dans ses yeux. Quand Mathieu est parti pour l'université, il a rencontré de nouvelles personnes. Des gens riches, des gens avec des noms de famille importants. Et soudain, avoir un ami dont la mère était toxicomane, ce n'était plus à la mode. Il t'a dit ça? Pas directement. Mais un jour, j'ai appelé. Une fille a répondu, probablement une de ses nouvelles amies. J'ai entendu Mathieu dire en arrière-plan, « Dis-lui que je ne suis pas là, c'est juste un type que je connaissais quand j'étais gamin. » Mon cœur s'est brisé pour Julien, et pour moi, pour l'illusion que j'avais eue de mon fils. Après ça, a continué Julien, je n'ai plus jamais appelé. Si notre amitié lui faisait honte, je n'allais pas le forcer. Mais vous, monsieur Beaumont, vous m'avez toujours appelé. Vous n'avez jamais eu honte de moi. Pourquoi le serais-je? Ai-je dit. Tu es devenu un homme merveilleux. Grâce à vous. Il a pris ma main. Tout ce que je suis, c'est grâce à vous. Grâce à vous. Il a pris ma main. Tout ce que je suis, c'est grâce à vous. La limousine a continué à traverser Paris dans l'obscurité. Les rues étaient étrangement calmes, presque désertes, à cause du blackout. Seules quelques bougies brillaient aux fenêtres des immeubles. « Monsieur Beaumont, » a dit Julien après un long silence, « je vais être honnête avec vous. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai voulu aller directement chez Mathieu et lui casser la figure. » Julien,
Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. La violence ne lui apprendrait rien. Ce dont il a besoin, c'est de comprendre la valeur de ce qu'il a perdu. Et pour ça, j'ai un plan. Quel genre de plan? Un plan qui lui montrera exactement qui est son père et qui il est lui-même. Un plan qui le forcera à affronter ses choix devant des témoins qu'il ne pourra pas ignorer. Je l'ai regardé, voyant cette lueur calculatrice dans ses yeux que je reconnaissais. C'était le même regard qu'il avait adolescent quand il planifiait comment résoudre un problème compliqué. Qu'est-ce que tu as en tête? Patience, monsieur Beaumont. D'abord, vous devez vous reposer. Demain, nous commencerons les préparatifs. Mais je vous promets d'une chose, Mathieu comprendra ce que signifie vraiment la famille. Pas par mes mots, mais par ses propres actions. La limousine s'est arrêtée devant un immeuble moderne à Boulogne-Billancourt. Vert, acier, design contemporain. Un portier a immédiatement ouvert la porte en voyant Julien. « Bonsoir, monsieur Rousseau. »« Bonsoir, Michel. Voici monsieur Beaumont. Il sera mon invité. Assurez-vous qu'il ait un accès total à l'immeuble. » « Bien sûr, monsieur. Nous avons monté au dernier étage. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, j'ai failli tomber à la renverse. L'appartement était un penthouse qui occupait tout l'étage. Des fenêtres du sol au plafond avec vue sur tout Paris. Un mobilier moderne mais chaleureux. De l'art au mur. Tout était impeccable, élégant, respirant le succès. « Julien, ai-je murmuré, c'est trop. C'est ma maison, monsieur Beaumont, et ce soir, c'est aussi votre maison. » Il m'a guidé vers le salon. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais préparer du thé. » Je me suis assis sur le canapé le plus confortable sur lequel je m'étais jamais assis. Mon corps a finalement relâché, et avec ce relâchement est venu l'épuisement. 48 heures sans vraiment dormir. Le traumatisme de l'incendie, le rejet de Mathieu, tout s'est abattu sur moi d'un coup. Julien est revenu avec un plateau. Du thé à la camomille. Exactement comme je le préparais pour lui quand il était enfant et n'arrivait pas à dormir. « Tu te souviens ?» Il a souri tristement. « Comment pourrais-je oublier? Tu faisais des cauchemars au sujet de ta mère. Je restais éveillé avec toi jusqu'à ce que le thé fasse effet et que tu t'endormes. Et maintenant, c'est moi qui prends soin de vous. » Il m'a tendu la tasse. Les choses ont une drôle de façon de boucler la boucle, n'est-ce pas? J'ai bu le thé en silence. C'était exactement comme je le faisais. Il s'était souvenu de tous les détails, de la quantité de miel, de la température parfaite. « Monsieur Beaumont, » Julien s'est assis en face de moi. « Je dois vous poser une question. Voulez-vous que je contacte Mathieu pour lui dire que vous êtes en sécurité ?» J'ai réfléchi longtemps. Une partie de moi voulait que mon fils sache, qu'il s'inquiète, qu'il ressente quelque chose. Mais l'autre partie, celle qui souffrait encore du rejet, voulait qu'il reste dans l'ignorance. « Non, » ai-je finalement répondu. « S'il s'en souciait, il aurait appelé. Je ne veux plus mendier des miettes d'amour de mon propre fils. » Julien a hoché la tête, comprenant. « Demain, je vais passer quelques coups de fil. J'ai des contacts qui peuvent nous aider avec l'assurance, avec la reconstruction. Mais pour ce soir, vous avez juste besoin de vous reposer. » Il m'a conduit vers une chambre d'amis qui était plus grande que tout mon ancien salon. Un lit king size, une salle de bain privative avec baignoire à remous, des peignoirs moelleux, tout ce qu'un hôtel 5 étoiles pourrait offrir. « Julien, » ma voix s'est brisée. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Il s'est approché et a posé ses mains sur mes épaules, exactement comme je le faisais avec lui quand il était petit et avait besoin d'entendre quelque chose d'important. Parce que quand j'avais 9 ans et que j'étais seul au monde, vous m'avez ouvert votre porte. Quand j'avais faim, vous m'avez nourri. Quand j'avais peur, vous m'avez protégé. Quand je n'avais aucun espoir, vous m'avez donné un avenir. Des larmes coulaient maintenant sur son visage aussi. Vous n'étiez pas mon père biologique, monsieur Beaumont, mais vous avez été plus père pour moi que n'importe quel homme qui aurait partagé mon sang n'aurait jamais pu l'être. Et maintenant que vous en avez besoin, comment pourrais-je faire moins? Nous nous sommes enlacés là, 2 hommes en larmes, l'un vieux et épuisé, l'autre jeune et prospère, mais unis par quelque chose de plus fort que le sang, la gratitude, l'amour, la loyauté.
Dormez, monsieur Beaumont, a murmuré Julien en sortant. Demain, nous commencerons à reconstruire, pas seulement votre maison, mais votre dignité aussi. Je me suis allongé sur ce lit luxueux, dans ce penthouse magnifique, et pour la première fois depuis l'incendie, j'ai senti quelque chose d'autre que de la douleur. J'ai senti de l'espoir, parce que si mon fils biologique m'avait abandonné, le garçon que j'avais nourri quand personne d'autre ne le faisait, était venu me chercher. Et peut-être que c'était ça, la vraie définition de la famille. Je me suis endormi, en serrant mon portefeuille en cuir contre ma poitrine, la seule chose qui restait de mon ancienne vie, mais avec la certitude que ma nouvelle vie, celle qui commençait maintenant, serait construite sur quelque chose de plus solide que des murs et des toits. Elle serait construite sur l'amour véritable, celui qui ne demande rien en retour, celui qui reste même quand tout le reste brûle. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil qui entrait par les immenses fenêtres. Pendant un moment, je ne savais pas où j'étais. Puis tout est revenu. L'incendie, Mathieu, Julien, la limousine. Je me suis levé lentement. Mon corps me faisait mal, mais c'était une douleur différente. Ce n'était pas seulement physique, c'était émotionnel. 42 ans à élever un fils qui m'avait traité de fardeau. Il y avait une note sur la table de chevet, écrite d'une main élégante, sur du papier à en-tête luxueux. « Monsieur Beaumont, j'ai dû partir tôt pour une réunion. S'il vous plaît, sentez-vous chez vous. Il y a du café frais dans la cuisine et des croissants de la boulangerie du boulevard Saint-Germain, vous vous souvenez? Nous passions par là quand j'étais enfant. Le docteur Lambert arrivera à 10 heures. Je serai de retour à midi. Julien. » J'ai regardé l'horloge. 8h30. J'ai pris un long bain dans la baignoire à remous. L'eau chaude a lavé la suie, mais elle ne pouvait pas laver la douleur de savoir que mon fils m'avait abandonné. J'ai enfilé le peignoir que Julien avait laissé et je suis allé vers la cuisine. Et là, exactement comme la note le disait, il y avait du café frais dans une carafe thermique et des croissants encore chauds. Il y avait aussi un panier avec des fruits, des fromages, des confitures. Je me suis assis à la table de la cuisine avec vue sur Paris et j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de quelque chose de trop complexe pour être nommé. C'était de la gratitude mêlée de trahison, du soulagement mêlé de douleur, de l'espoir mêlé de désespoir. À 10 heures précises, la sonnette a retenti. Le docteur Lambert était un homme d'environ 60 ans, cheveux grisonnants, regard bienveillant. « Monsieur Beaumont, je suis le docteur Lambert. Julien m'a demandé de vous examiner. Il a fait un examen complet. Tension artérielle un peu élevée à cause du stress, mais rien de grave. Il m'a prescrit quelque chose pour m'aider à mieux dormir et m'a fait promettre que je mangerais 3 repas par jour. Votre fils est très inquiet pour vous, a-t-il dit en rangeant son stéthoscope. Il n'est pas mon fils biologique, ai-je précisé. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti le besoin de le dire. Il m'a regardé avec ses yeux sages que seuls les médecins ayant des années d'expérience possèdent. Monsieur Beaumont, tout au long de ma carrière, j'ai vu beaucoup de types de familles. Et croyez-moi quand je dis que la biologie est le facteur le moins important. Ce jeune homme vous aime comme s'il vous avait porté dans son ventre. C'est ça qui compte. Après le départ du médecin, je suis resté seul à nouveau avec mes pensées. J'ai pris mon téléphone portable. Il y avait 3 messages non lus. 2 venaient de Madame Dubois, ma voisine. « Henri, où êtes-vous? Je suis inquiète. Mathieu est venu ici vous chercher. Il avait l'air préoccupé. Appelez-moi. » Le 3e venait de Mathieu. « Papa, où es-tu? Je suis inquiet. S'il te plaît, appelle-moi. » Mon doigt a plané au-dessus du bouton de réponse. Une partie de moi voulait appeler, expliquer, entendre sa voix. Mais alors je me suis souvenu. Il n'y a pas de place pour un fardeau comme toi. J'ai éteint le téléphone. À midi, Julien est revenu. Mais il n'était pas seul. Une femme élégante d'environ 30 ans l'accompagnait, portant plusieurs sacs. « Monsieur Beaumont, voici Sophie, une personal shopper des Galeries Lafayette. Je lui ai demandé d'apporter quelques options de vêtements pour vous. Julien, ce n'est pas nécessaire. Si, c'est nécessaire. » Son ton était ferme. « Vous aurez besoin de vêtements appropriés pour le dîner de vendredi. » « Quel dîner ?» Julien a souri. Un sourire qui avait quelque chose de calculé, quelque chose de planifié.
Un dîner très spécial où nous allons enseigner quelques leçons importantes. Sophie a étalé les vêtements sur le canapé. Des costumes élégants, des chemises en coton doux, des chaussures en cuir italien, des cravates en soie. Tout était de la plus haute qualité, discret mais clairement luxueux. « Monsieur Beaumont », a dit Sophie avec un sourire professionnel. « Julien m'a dit que vous aimez les couleurs sobres. J'ai apporté plusieurs options en bleu marine, gris anthracite et noir. Voulez-vous essayer ?» J'ai regardé Julien cherchant une explication. « Julien, tout ceci doit coûter une fortune. » Monsieur Beaumont, il s'est assis à côté de moi. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Quand j'avais 14 ans et que j'ai obtenu ma bourse pour le lycée à Lyon, vous vous souvenez ce que vous avez fait? T'ai acheté ta valise et tes uniformes. Exactement. Vous avez dépensé l'équivalent de 2 semaines de salaire pour que je puisse partir dignement, pour que je ne me sente pas comme le pauvre garçon dont la mère était toxicomane. Vous m'avez donné de la dignité, monsieur Beaumont. Ses yeux brillaient d'émotion. Maintenant, laissez-moi vous rendre cette dignité. Sophie a discrètement quitté la pièce pour nous laisser parler. Ce dîner, ai-je demandé, de quoi s'agit-il vraiment? Julien a pris une profonde inspiration. Vendredi soir, je vais organiser un dîner au restaurant Le Jules Verne, dans la Tour Eiffel. J'ai invité plusieurs de mes associés, des gens importants du monde des affaires, des personnes que Mathieu et Isabelle admireraient beaucoup, des personnes avec qui ils voudraient être vus. Et je vous ai invité comme invité d'honneur. Je vais vous présenter comme l'homme le plus important de ma vie, comme mon père, dans tout sauf le sang. Il m'a regardé intensément. Mathieu sera là aussi, ainsi qu'Isabelle. Ils devront s'asseoir et regarder tout le monde vous traiter avec le respect qu'ils vous ont refusé. Tu veux le humilier? Non, a dit Julien fermement. Je veux lui montrer la vérité. Je veux qu'il voie ce qu'il a perdu, ce qu'il a rejeté. Je veux qu'il comprenne que pendant qu'il fermait sa porte, quelqu'un d'autre l'ouvrait en grand. Et tu penses que ça changera quelque chose? Peut-être pas. Mais au moins, il saura. Et vous, monsieur Beaumont, vous marcherez dans ce restaurant la tête haute, bien habillé, respecté, aimé. Pas comme un fardeau, mais comme le roi que vous êtes. J'ai senti les larmes monter à nouveau. Je ne sais pas si je peux. Vous le pouvez. Julien a pris mes mains. Parce que vous êtes l'homme le plus fort que je connaisse. Vous avez survécu à un incendie, à la perte de votre maison, au rejet de votre propre fils. Vous pouvez certainement survivre à un dîner où des gens vous traitent bien. Sophie est revenue avec un costume bleu marine. Monsieur Beaumont, pourriez-vous essayer celui-ci? Je pense que la coupe vous ira parfaitement. Je me suis levé, sentant quelque chose changer en moi. Peut-être que Julien avait raison. Peut-être qu'il était temps d'arrêter de me sentir comme un fardeau et de commencer à me sentir comme un homme qui méritait le respect. Le costume m'allait comme un gant. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai à peine reconnu l'homme qui me regardait. Ce n'était plus le vieil Henri Beaumont en pantoufles fondues et vêtements qui sentèrent la fumée. C'était un homme distingué, élégant, digne. « Parfait !» a murmuré Julien derrière moi. « Absolument parfait !» Sophie a souri. « Monsieur Rousseau avait raison. Vous êtes un homme magnifique, monsieur Beaumont. Ce costume a été fait pour vous. »« Nous le prenons !» a dit Julien. « Et celui en gris aussi. Et les chemises, les cravates, les chaussures, tout. » Julien. « Ah, pas de discussion, monsieur Beaumont. » Il a souri. « Considérez cela comme un très petit acompte sur une dette que je ne pourrai jamais vraiment rembourser. » Les jours suivants ont passé dans un tourbillon d'activités. Julien s'est occupé de tout. Il a engagé les meilleurs experts en assurance pour évaluer les dommages de ma maison. Il a engagé des architectes pour planifier la reconstruction. Il m'a même emmené chez un coiffeur exclusif où j'ai eu une coupe de cheveux, une taille de barbe, même une manucure. « Vous vous souvenez ?» a dit Julien pendant que nous prenions un café sur la terrasse de son penthouse, « quand vous m'emmeniez chez le coiffeur du quartier, tous les mois, vous insistiez pour que je sois toujours bien coiffé, même quand nous n'avions pas beaucoup d'argent. Tu méritais de te sentir bien dans ta peau.
Exactement. Il a souri. Et maintenant, vous le méritez aussi. Le jeudi soir, Julien m'a montré la liste des invités pour le dîner. Philippe et Isabelle Renard, ils possèdent une chaîne d'hôtels. Marc et Sophie Lemoine, il est dans l'immobilier comme moi. Laurent et Claire Dubois, ils sont dans la finance. Ce sont tous des gens très respectés, très influents. Et Mathieu? Mathieu et sa femme Isabelle seront là aussi. Je leur ai dit que j'organisais un dîner pour célébrer un nouveau projet immobilier. Ils ne savent pas que vous serez là. Ce sera une surprise. Tu es sûr de vouloir faire ça? Julien m'a regardé avec une détermination que je ne lui avais jamais vue. Monsieur Beaumont, pendant 20 ans, j'ai regardé Mathieu me tourner le dos. Pendant 20 ans, j'ai vu comment il est devenu quelqu'un qui valorise l'argent et le statut plus que les gens. Mais vous n'avez jamais changé. Vous êtes resté le même homme bon, généreux, aimant. Il a fait une pause. Et maintenant, il est temps que le monde le sache. Il est temps que Mathieu le sache. Il est temps qu'il comprenne ce qu'il a perdu. Le vendredi est arrivé plus vite que je ne le pensais. Sophie est revenue avec le costume repassé, une chemise blanche immaculée, une cravate en soie bordeaux, des chaussures en cuir italien brillantes. Quand je me suis habillé, quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu un homme transformé, pas par les vêtements, mais par quelque chose de plus profond. J'avais retrouvé ma dignité. Julien est venu me chercher à 19h30. Il portait un costume gris foncé, une cravate en soie et des boutons de manchette dorés. Il ressemblait à la couverture d'un magazine d'affaires. « Vous êtes magnifique, monsieur Beaumont », a-t-il dit, ses yeux brillants. « Maman aurait été fière. » Il ne m'avait jamais appelé ainsi auparavant. Maman, en référence à Claire, la femme qui ne voulait pas l'adopter mais qui avait fini par le traiter avec affection. « Elle aurait été fière de toi, fils, » ai-je dit, « de l'homme que tu es devenu. » Le restaurant Le Jules Verne se trouve dans la tour Eiffel, avec vue sur tout Paris. Quand on est Julien Rousseau, les portes s'ouvrent. Nous sommes entrés et le maître d'hôtel nous a personnellement accueillis. La table était dans l'espace réservé, entourée de fenêtres donnant sur la ville illuminée. Il y avait 9 places. 5 étaient déjà occupées par les associés de Julien et leurs épouses. J'ai reconnu l'un d'eux des actualités. Philippe Renard, propriétaire d'une chaîne d'hôtels. Sa femme, Isabelle, portait un collier de diamants qui coûtait probablement plus que ma maison. Enfin, ce qui avait été ma maison. Henri, Julien m'a présenté avec une voix claire et forte. Voici mes associés et amis, Philippe et Isabelle Renard, Marc et Sophie Lemoine, Laurent et Claire Dubois. J'ai été accueilli avec une courtoisie et un respect véritable, comme si j'étais quelqu'un d'important. « C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur Beaumont », a dit Philippe en serrant ma main. « Julien ne cesse de parler de vous. Il dit que vous êtes l'homme le plus important de sa vie. » Avant que je puisse répondre, j'ai entendu des voix près de l'entrée. Mathieu et Isabelle étaient arrivés. Elle portait une robe noire moulante, avec un décolleté profond et des talons aiguilles rouges, trop exagérés pour un dîner d'affaires. Mathieu portait un costume gris, mais il avait l'air mal à l'aise. Ses yeux ont parcouru la pièce, évaluant, calculant qui était qui. Son regard m'a trouvé. Il s'est arrêté brusquement. Son expression était de surprise totale. Il ne s'attendait clairement pas à me voir là. Julien s'est levé et est allé les accueillir avec un sourire corporatif parfait. « Mathieu, Isabelle, content que vous ayez pu venir. Entrez, entrez. » Il les a conduits vers la table. Mathieu marchait comme un robot. Isabelle m'a lancé un regard venimeux en passant à côté de moi. Julien a fait les présentations générales. Quand il est arrivé à moi, son humeur a changé. La conversation est devenue plus douce, plus personnelle. Et puis il a posé sa main sur mon épaule. « Monsieur Henri Beaumont, mon père. » Le silence a duré 3 secondes. « Votre père ?» Philippe avait l'air confus. « Je pensais que vous aviez dit que votre père biologique vous avait abandonné. C'est ce qui s'est passé. » Julien a gardé sa main sur mon épaule. « Mais Henri m'a adopté quand j'avais 9 ans.
Il m'a donné de la nourriture quand j'avais faim, un toit quand je n'avais nulle part où dormir, une éducation quand personne d'autre ne croyait en moi. Il est mon père dans tout ce qui compte. Isabelle Renard m'a regardé avec tendresse. Quelle belle histoire! Vous devez être très fier de lui. Je le suis, ai-je dit, trouvant ma voix. Je l'ai toujours été. Mathieu et Isabelle étaient assis en silence. Mathieu regardait son assiette. Isabelle jouait avec son verre d'eau visiblement mal à l'aise. Le dîner a commencé, foie gras en entrée avec de la gelée de figues, Saint-Jacques grillé, magret de canard au miel. Chaque plat était une œuvre d'art. Chaque bouchée coûtait probablement ce que je gagnais en une journée de travail. La conversation a coulé. Julien parlait de son nouveau projet. 3 tours résidentielles de luxe à Boulogne-Billancourt. Investissement de 150 millions d'euros. Appartement à partir de 6 000 € le mètre carré. Philippe était intéressé. Quand commence la construction? En janvier. J'ai déjà toutes les autorisations nécessaires. En fait, je voulais vous parler d'un partenariat possible. Isabelle l'a interrompu avec une voix mielleuse. Nous ne savions pas qu'Henri serait ici. Quelle surprise! Le ton n'était pas celui d'une surprise agréable, c'était celui d'une surprise irritante. Pourquoi serait-ce une surprise? Julien a répliqué. J'ai dit que je présenterais quelqu'un d'important. Qui d'autre sinon mon père? C'est que... Isabelle a ri d'un rire forcé. Eh bien, techniquement, il n'est pas votre père. Je veux dire, pas officiellement. Sophie Lemoine a levé les sourcils. Pardon, je ne comprends pas ce qu'Isabelle essaie de dire. Mathieu a parlé pour la première fois, sa voix tendue. C'est parce que Julien n'est pas le fils biologique d'Henri. Je suis le fils biologique. Un silence gênant s'est installé sur la table. Ah, a dit Laurent Dubois lentement. Alors vous êtes le frère de Julien? Pas exactement. Mathieu s'est éclairci la gorge. Je suis le vrai fils. Julien est... Eh bien, mon père l'a aidé quand il était enfant. Mais... Julien l'a interrompu avec une voix d'acier. Quand ce père a perdu sa maison dans un incendie, vous lui avez fermé la porte au nez. Où est-ce que je me trompe? Tous les regards se sont tournés vers Mathieu. C'était un malentendu, a commencé Mathieu, transpirant. J'étais sous beaucoup de stress. Et alors, a insisté Julien, vous lui avez dit qu'il n'y avait pas de place pour un fardeau comme lui, et vous avez laissé votre femme le traiter de dramatique et de manipulateur. Isabelle est devenue pâle. Je n'ai rien dit. Je ne sais pas ce qu'Henri vous a raconté, mais il ne m'a rien dit. Julien a sorti son téléphone portable. J'ai engagé des détectives professionnels et j'ai découvert exactement quel genre de personne vous êtes, Isabelle, et quel genre d'homme vous avez laissé Mathieu devenir. Il a posé le téléphone sur la table et a appuyé sur play. La voix d'Isabelle a rempli l'espace privé. Écoute, ma chérie, je t'ai dit 1000 fois, le père de Mathieu est un manipulateur professionnel. Les expressions des invités ont changé. De la curiosité au choc à la répulsion. L'audio a continué. Chaque mot venimeux, chaque mensonge, chaque manipulation. Quand il s'est terminé, personne n'a rien dit. Mathieu avait la tête baissée. Isabelle tremblait. « C'est un piège », a sifflé Isabelle. « Tu nous as amenés ici pour nous humilier. » Non. Julien a rangé le téléphone. « Je vous ai amenés ici pour vous montrer un miroir, pour que vous puissiez voir ce que je vois, ce que tous ici voient. » Isabelle Renard a touché ma main. « Monsieur Beaumont, je suis désolé. Personne ne devrait avoir à vivre quelque chose comme ça. »« Merci, ma chère, ai-je dit doucement. » Philippe a regardé Mathieu avec un dégoût à peine dissimulé. « C'est vrai. Vous avez abandonné votre père dans la rue après qu'il ait perdu sa maison ?» Mathieu a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. « C'est compliqué. »« Non !» Ma voix est sortie claire et ferme. « Ce n'est pas compliqué, c'est simple. » Je me suis levé, les jambes tremblantes mais fermes. Je vous ai porté dans mes bras pendant des mois. J'ai senti chaque coup, chaque mouvement. Quand vous êtes né, vous étiez si petit, si parfait. J'ai pleuré des larmes de joie. J'ai pensé, ce garçon est mon but, ma raison d'être.
Les larmes ont commencé à couler, mais j'ai continué. Je vous ai nourri, changé des milliers de couches. J'ai passé des nuits blanches quand vous aviez de la fièvre. J'ai fait des heures supplémentaires pour que vous puissiez avoir des jouets à Noël. J'ai vendu mon seul appartement, ma seule sécurité, pour que vous puissiez avoir une éducation. Je vous ai donné 42 ans de ma vie, Mathieu, 42 ans. Papa. Mathieu s'est levé. J'ai levé la main. Je ne suis plus votre père, Mathieu, pas de la façon qui compte, parce qu'être père, ce n'est pas seulement donner naissance, c'est être présent, prendre soin, protéger, et j'ai fait tout cela pour vous. Mais vous n'avez rien fait de tout ça pour moi quand ça comptait. Ma voix a failli, mais je n'ai pas arrêté. Julien, j'ai continué, cet homme qui ne partage pas mon sang, mais qui partage mon cœur, est venu me chercher dans une limousine. Il m'a donné un toit, de la dignité, du respect. Il est mon fils, le seul qui compte. Julien avait aussi les larmes aux yeux. Isabelle s'est levée brusquement. Nous n'allons pas rester ici à être humiliés. Allons-y, Mathieu. Mais Mathieu n'a pas bougé. Il fixait la table, comme si tous ses souvenirs le frappaient d'un coup. Tu te souviens, ai-je demandé doucement, quand tu avais 7 ans et que tu as eu la scarlatine. J'ai passé 3 nuits blanches à prendre soin de toi, priant la Vierge Marie de ne pas t'emmener. Et quand tu t'es rétabli, tu m'as promis que quand tu serais grand, tu prendrais soin de moi de la même façon. Tu te souviens de cette promesse, fils? Une larme a coulé sur sa joue. Je te libère de cette promesse, ai-je dit. Tu ne me dois plus rien, mais je ne te dois plus rien non plus. Nous sommes quittes. Mathieu, allons-y. Isabelle a tiré son bras. Il s'est levé, mais avant de partir, il m'a regardé une dernière fois. « Je suis désolé », a-t-il murmuré. « Moi aussi », ai-je répondu. « Je suis désolé que vous ne soyez pas l'homme que je pensais que vous seriez. » Ils sont partis, leurs pas résonnant sur le sol en marbre, laissant derrière eux un lourd silence. Claire Dubois a brisé le silence. « Vous êtes un homme incroyable, Monsieur Beaumont. Peu de gens auraient cette force. »« Ce n'est pas de la force, ai-je dit, et de la survie. Vous apprenez à survivre quand vous n'avez pas d'autres options. » Julien a levé son verre de vin. « Un toast, a-t-il dit. Aux pères qui nous choisissent, aux familles que nous construisons, pas à celles que nous recevons, et à la dignité que personne ne peut nous enlever, seulement nous-mêmes pouvons la donner. » Tous ont levé leur verre. À Henri, ont-ils dit à l'unisson. Et pour la première fois cette semaine, j'ai souri. Un vrai sourire. Complet. Parce que même si j'avais perdu un fils ce soir-là, j'avais gagné quelque chose de plus précieux. Mon estime de moi. Mais Julien avait encore une carte dans sa manche, quelque chose qu'il ne m'avait pas dit, quelque chose qui changerait tout et enseignerait à Mathieu la leçon la plus difficile de toutes. Le dessert est arrivé après que Mathieu et Isabelle soient partis. Tarte tatin avec glace à la vanille, mais je pouvais à peine manger. Mon cœur battait trop vite. La conversation à table avait changé. Ce n'était plus formel et corporatif. C'était devenu plus intime, plus réel. Julien, a dit Marc Lemoine en s'essuyant la bouche avec la serviette, c'était probablement le dîner le plus inconfortable, mais aussi le plus honnête que j'ai fait depuis des années. Désolé si je t'ai mis mal à l'aise. Julien semblait sincèrement gêné. Ne t'excuse pas. Isabelle Renard a secoué la tête. Nous avions besoin de voir ça. Nous devons tous nous rappeler ce qui est vraiment important dans la vie. Ma propre mère est dans une maison de retraite parce que j'étais trop occupé pour m'occuper d'elle. Je vais l'appeler demain. Philippe a acquiescé. C'est facile de se perdre dans l'argent, les affaires, le maintien des apparences. Mais au final, la seule chose qui compte, c'est qui était là quand nous n'avions rien. Julien m'a regardé. C'est pourquoi je voulais rendre cela public, Monsieur Beaumont. Pas seulement pour humilier Mathieu, mais pour me rappeler à moi-même et à nous tous ce que signifie la loyauté, ce que signifie une vraie famille. Il y a eu un moment confortable de silence. Puis Julien a pris une profonde respiration. Mais il y a quelque chose d'autre que je dois partager ce soir. Quelque chose que je n'ai même pas dit à M. Oncieux Beaumont.
Je me suis tourné vers lui, surpris. « Quoi, fils ?» Julien a sorti une enveloppe de la poche intérieure de sa veste, un papier épais scellé avec de la cire rouge. Il l'a posé sur la table devant moi. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis 3 semaines. En fait, depuis avant l'incendie. Mais les événements récents ont confirmé que c'était la bonne chose à faire. « Julien, tu me fais peur. N'ayez pas peur. » Il a souri gentiment. Au contraire. Il a ouvert l'enveloppe et en a sorti plusieurs documents. Il les a dépliés soigneusement et me les a montrés. Le titre disait « Demande d'adoption légale, adulte ». J'ai perdu mon souffle. Qu'est-ce que c'est ? C'est la demande formelle pour que vous m'adoptiez légalement, monsieur Beaumont. Je sais que techniquement je suis déjà adulte et l'adoption d'adultes est rare. Mais dans des cas spéciaux, quand il y a un lien éducatif antérieur documenté, la loi le permet. J'ai engagé les meilleurs avocats de droit de la famille du pays. Les larmes ont commencé à couler, avant que je puisse les retenir. Fils, j'ai toujours voulu que ce soit officiel. Sa voix a légèrement tremblé. J'ai toujours voulu pouvoir dire légalement « c'est mon père ». Pas seulement dans mon cœur, mais légalement devant Dieu, devant la loi, devant tout le monde. Je veux que votre nom soit mon nom. Je veux que lorsque je remplis des formulaires médicaux et qu'ils demandent le parent le plus proche, votre nom soit là. Je veux que tout ce que j'ai construit, tout ce que je suis, soit légalement lié à vous. Mais Julien, tu as déjà un nom de famille, Rousseau, le nom de ton père biologique. Le nom d'un père que je n'ai jamais connu, un homme qui a mis ma mère enceinte et qui a disparu. Ce nom ne signifie rien pour moi. Il a présenté un autre document. Ceci est une demande de changement de nom. De Julien Rousseau à Julien Beaumont Rousseau. Votre nom en premier, comme il se doit, comme il. Je ne pouvais pas parler, je pleurais seulement. Les autres à table étaient également émus. J'ai vu Claire essuyer discrètement ses yeux. Et il y a plus. Julien a élaboré un 3e document. Ceci est mon testament mis à jour. Je veux que vous sachiez ce qu'il dit, monsieur Beaumont, parce que cela vous concerne directement. Julien, je n'ai pas besoin de connaître ton testament. Vous devez savoir parce que Mathieu doit savoir. Cela m'a fait arrêter. Que veux-tu dire ? Julien a regardé ce qui était disponible en ce moment. Pardonnez la franchise, mais c'est important. Mes actifs actuels sont évalués à environ 80 millions d'euros. Entreprise, immobilier, investissement. C'est beaucoup d'argent, a sifflé doucement Philippe. Je ne savais pas que tu étais à ce niveau, Julien. J'ai travaillé dur et j'ai eu de la chance. Il a haussé les épaules. Mais le point est le suivant. Dans mon testament précédent, je n'avais pas d'héritier direct. L'argent serait divisé entre plusieurs institutions caritatives. C'est noble, a commenté Sophie. Oui, mais ce n'était pas juste. Parce que j'ai une famille. J'ai monsieur Beaumont. Il m'a regardé intensément. Selon ce Nouveau Testament, quand je mourrai, 50% de tout ce que je possède ira directement à vous, monsieur Beaumont. Sans condition, sans restriction. Fils, non. J'ai presque crié. C'est trop, je n'ai pas besoin. Il ne s'agit pas de besoin, il s'agit de mérite. Son ton était déterminé. Vous avez investi en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Vous m'avez donné non seulement de la nourriture et un abri, mais de la dignité, de l'espoir, un avenir. C'est mon retour sur investissement pour vous. Mais que se passe-t-il avec les autres 50%? Julien a souri avec une touche de tristesse dans la voix. Ceux-là iront à des fondations qui aident les enfants de la rue, des enfants comme moi, pour que d'autres puissent avoir la chance que j'ai eue de trouver une figure paternelle dans leur vie. Isabelle Renard a applaudi doucement, et tous l'ont imité. « Quelle merveille, Julien !» a dit Philippe. « Mais pourquoi nous racontes-tu tout cela au dîner ?»« Parce que j'ai besoin de témoins. » Julien a regardé autour de la table. Des témoins influents, des personnes respectables qui peuvent attester de mon état mental, de mes intentions, que ce n'est pas une décision impulsive. « Ça dort pourquoi ?» a demandé Laurent. « Parce que quand Mathieu viendra, et il viendra, j'aurai besoin que vous puissiez confirmer que c'est vrai. »« Tu penses qu'il reviendra ?» a demandé Marc. « Je le sais.
Julien a pris son téléphone et a montré l'écran. Il a déjà commencé à envoyer des messages. Regardez. En me penchant, j'ai vu une séquence de messages de Mathieu. « Julien, pouvons-nous parler ? Je pense que tu as mal compris certaines choses. Mon père est important pour moi. J'étais juste confus. Isabelle a ses problèmes. Je travaille là-dessus. Peux-tu me dire exactement combien tu investis dans le nouveau projet ?» Le dernier message disait tout. Il ne s'agissait pas de moi, mais de l'argent. Il a entendu parler de 150 millions d'euros. Julien a rangé le téléphone. Il a entendu parler de 80 millions d'actifs. Et maintenant, il calcule. Il pense aux opportunités, aux investissements, aux héritages. C'est tellement évident, a murmuré Marc. Tellement prévisible. C'est pourquoi j'ai besoin que vous tous sachiez la vérité. Julien s'est levé. Quand Mathieu viendra me poser des questions sur ce dîner, sur ma relation avec M. Beaumont, sur ma situation financière, j'ai besoin que vous lui disiez exactement ce que vous avez vu et entendu. Pas de fioritures, pas de diplomatie, la pure vérité. Vous pouvez compter sur nous. Philippe s'est également levé et a tendu sa main vers moi. Monsieur Beaumont, c'est un honneur de rencontrer un homme si extraordinaire. Et Julien, fils, si jamais tu as besoin d'un partenaire pour n'importe quel projet, compte sur moi. Tout homme qui traite son père de cette façon mérite mon respect et mon argent. Les autres ont acquiescé. Le dîner s'est terminé 1 heure plus tard. Chaque couple s'est dit au revoir avec des embrassades sincères et des promesses de se revoir, avec une admiration que je ne sentais pas méritée, mais que j'ai acceptée avec gratitude. Quand nous sommes finalement restés seuls, Julien et moi dans sa limousine en route vers le Penthouse, j'ai laissé sortir tout ce que je retenais. « Pourquoi as-tu fait tout ça ?» J'ai pleuré. L'adoption, le testament, les témoins, c'est trop, fils. Ce n'est pas trop. Il conduisait lentement, prudemment. C'était le moins que je pouvais faire. Monsieur Beaumont, vous avez vendu votre seul appartement pour payer l'université de Mathieu. 120 000 euros. C'était votre filet de sécurité. Vous avez tout dépensé pour moi parce que vous m'aimiez, parce que vous croyiez en moi, parce que je vous aimais exactement comme ça. Et maintenant, je crois en vous que vous méritez la sécurité, que vous méritez de savoir que vous ne serez jamais, jamais seul ou sans protection. Il s'est arrêté au feu rouge et m'a regardé. Si quelque chose m'arrive demain, je veux mourir en sachant que je vous ai protégé, que ma vie avait un sens parce que je vous ai rendu, même si ce n'est qu'une fraction de ce que vous m'avez donné. Mais 50% de ton héritage, fils, c'est une fortune. 40 millions d'euros, a-t-il acquiescé, plus ou moins. Et chaque centime va avec ma bénédiction. Dépensez-le en voyage, en vêtements fins, en aidant les autres, en ce que vous voulez, parce que cet argent porte mon nom, mais votre cœur est imprimé sur chaque billet. Je ne pouvais que pleurer. Le feu est passé au vert. Julien a continué à conduire. Et à propos de Mathieu, a-t-il dit après un moment, il appellera probablement demain. Il voudra arranger les choses. Il dira qu'il est désolé, qu'Isabelle l'a manipulé, qu'il vous a toujours aimé. Et que veux-tu que je fasse ? Je veux que vous fassiez ce que votre cœur vous dit. Il m'a regardé de côté. Mais je veux aussi que vous compreniez quelque chose, Monsieur Beaumont. Les gens ne changent vraiment que lorsqu'ils perdent quelque chose d'important. Mathieu n'a jamais rien perdu. Il a toujours eu votre amour inconditionnel. Il a toujours su que vous reviendriez. C'est pourquoi il se sentait en droit de vous maltraiter. Alors, devrais-je le punir ? Non, vous devez lui enseigner. Il y a une différence. Punir, c'est la vengeance. Enseigner, c'est l'amour. Et parfois, le plus grand amour que nous puissions donner est de laisser quelqu'un faire face aux conséquences de ses actes. Nous sommes arrivés à l'hôtel. Julien s'est garé, mais aucun de nous n'est sorti. Lundi, a-t-il dit, je vais au bureau du notaire avec les papiers d'adoption. Si vous signez, Monsieur Beaumont, dans 6 semaines, nous serons officiellement père et fils devant la loi. Et votre nom sera sur tous mes documents, surtout sur mon acte de naissance mis à jour.
Tu es sûr de ça, Julien? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Il a pris ma main. Vous m'avez sauvé quand j'avais 9 ans. Maintenant, laissez-moi vous sauver. Pas seulement avec de l'argent ou des maisons, mais en vous donnant le titre que vous avez toujours mérité, mon père, légal, officiel, indéniablement. Nous nous sommes embrassés là, dans le parking de l'immeuble, et pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que signifiait vraiment avoir un fils. Ce n'était pas celui qui sortait de votre ventre, c'était celui qui choisissait de rester, qui choisissait de vous aimer, qui choisissait de vous honorer. Et j'avais la bénédiction d'avoir élevé un fils comme ça, même sans le savoir, jusqu'à ce que je perde tout et qu'il soit le seul à revenir me chercher. Mais Julien avait raison à propos de Mathieu. Le lendemain, mon téléphone a sonné, et quand j'ai vu le nom sur l'écran, j'ai su que l'acte final de cette histoire était sur le point de commencer. Le téléphone a sonné à 9 heures du matin, samedi. Mathieu. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. « Papa !» Sa voix semblait fatiguée, rauque. « J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. » Pourquoi, Mathieu? Pour parler, pour m'excuser correctement, pas par message, pas par téléphone, mais en personne, comme ça doit être. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait hésiter. Était-ce jeune ou était-ce une autre performance? Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. S'il te plaît, papa, je t'en supplie. Donne-moi une chance d'expliquer, de te faire comprendre ce qui s'est vraiment passé. Julien était devant moi à ce moment-là. Nous prenions le petit déjeuner dans la suite. Il m'a fait un geste, me demandant quoi faire. Il a écrit sur une serviette. « Dis oui. Laisse-le venir ici à l'hôtel. Je veux être là. »« D'accord, » ai-je finalement dit. « Viens au Penthouse de Julien à Boulogne-Billancourt, à 11 heures. »« Tu vas rester là-bas » La surprise dans sa voix était juvénile. « Oui, Mathieu. Julien s'occupe de moi depuis le jour de l'incendie. » Silence, puis... « D'accord, je serai là. Merci, papa. » Il a raccroché. Julien a posé sa tasse de café. « Bien. Maintenant, écoutez-moi attentivement, monsieur Beaumont. Ce qui va se passer aujourd'hui sera difficile, mais vous devez être fort. Pouvez-vous le faire? Que penses-tu qu'il va se passer? Je pense que Mathieu viendra avec un discours préparé. Il pleurera, il blâmera Isabelle pour tout. Il dira qu'il a réalisé ses erreurs. Et une partie de cela pourrait être vraie. Mais, monsieur Beaumont, il a tenu mes mains, vous devez observer non seulement ce qu'il dit, mais ce qu'il demande. C'est là que réside la vérité. À 11 heures précises, on a frappé à la porte. Julien l'a ouverte. Mathieu était de l'autre côté, seul, sans Isabelle. Il portait un jean et une chemise décontractée. Pas son costume d'affaires habituel. Il avait l'air plus jeune, plus vulnérable, comme le garçon qu'il avait été autrefois. « Entre !» Julien a fait de la place. Mathieu est entré, regardant autour des énormes fenêtres, le mobilier élégant, les fleurs fraîches. Son expression était d'émerveillement mêlée de quelque chose d'autre. Envie. De papa. Il a marché vers moi et s'est agenouillé, littéralement agenouillé, là où j'étais assis sur le canapé. « Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. » Des larmes coulaient sur son visage. Elles semblaient réelles. « Mathieu, laisse-moi parler. »« Non !» Il a pris une profonde respiration. « J'ai été un idiot égoïste et aveugle. J'ai laissé Isabelle m'empoisonner contre toi. Elle m'a fait croire des choses horribles qui n'étaient pas vraies. Et quand tu avais le plus besoin de moi, je t'ai failli de la pire façon possible. » Sa main a cherché la mienne, l'a tenue. Elle tremblait. Après hier soir, après le dîner, je n'ai pas pu dormir. Isabelle était furieuse, hurlant sur la façon dont Julien nous avait humiliés. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à ton visage, à tes mots, à comment je t'ai dit que tu étais un fardeau. Il sanglotait. « Comment ai-je pu te dire ça? Comment ai-je pu fermer cette porte? Comment as-tu pu ?» Ma voix est sortie plus dure que je ne le voulais. « Parce que je suis faible, a-t-il admis. Parce que j'ai toujours été faible. Tu as été fort pour nous deux. Tu as travaillé dur. Tu as tout sacrifié encore, et moi, je n'ai fait que recevoir.
Je n'ai jamais demandé ce dont tu avais besoin. Je n'ai jamais pensé à savoir si tu allais bien. Je me suis juste dit que tu serais toujours là, inconditionnellement, peu importe comment je te traitais. » Julien était près de la fenêtre, observant tout sans dire un mot. « Et quand j'ai rencontré Isabelle, a continué Mathieu, elle m'a fait sentir important, prospère, comme si j'avais finalement atteint quelqu'un, mais le prix était de m'éloigner de toi. Elle a des problèmes. Son père a des problèmes d'estime de soi, des problèmes de contrôle. Elle a besoin d'être le centre de tout. Et j'ai été assez stupide pour choisir de lui plaire plutôt que de t'honorer. Et maintenant, ai-je demandé, qu'est-ce qui a changé hier soir ? Il m'a regardé dans les yeux. Hier soir, j'ai vu ce que j'avais perdu. J'ai vu comment Julien te traite. J'ai vu le respect dans les yeux de ces hommes d'affaires quand ils parlaient de toi. J'ai vu la dignité que je t'avais enlevée. Et j'ai réalisé que j'avais perdu mon père. Pas à cause de l'incendie, mais à cause de ma propre stupidité. Il s'est tu, attendant ma réponse. Je ne savais pas quoi dire parce que tout sonnait sincère, mais les mots de Julien résonnaient en moi. Observe non seulement ce qu'il dit, mais ce qu'il demande. « Mathieu, ai-je dit, j'apprécie tes excuses, mais les mots viennent facilement, ce sont les actions qui comptent. Je sais, c'est pourquoi je suis venu t'offrir quelque chose. » Il s'est levé. « Je veux que tu viennes vivre chez moi, pas comme un invité temporaire, mais comme mon père. Je vais construire une extension à la maison, un espace complet, juste pour toi. Entrée privée, cuisine propre, plus de « je veux que tu viennes vivre chez moi », pas comme un invité temporaire, mais comme mon père. Je vais construire une extension à la maison, un espace complet juste pour toi. Entrée privée, cuisine propre, intimité totale. « Isabelle ?» a demandé Julien depuis la fenêtre. Mathieu l'a regardé. « Isabelle devra accepter, c'est mon père, ma maison, ma décision. »« Tu lui as dit que tu venais ici ?» a insisté Julien. Une pause trop longue. « Pas exactement. »« Qu'est-ce que ça signifie ?» ai-je demandé. « Ça signifie qu'elle ne sait pas. Nous avons eu une dispute terrible hier soir. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je suis resté à l'hôtel. Je suis venu directement de là. Donc tu n'as pas rompu avec elle. » Julien a croisé les bras. « Tu ne lui as pas dit que les choses allaient changer. Tu t'es juste enfui. » Je sais que c'est compliqué, Julien. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Je ne peux pas juste... Mais tu peux juste fermer la porte au nez de ton père au pire moment de sa vie. Julien n'a pas élevé la voix, mais son ton était tranchant comme du verre. Ce n'était pas compliqué, c'était instantané. Mathieu n'a rien dit. « Tu as raison, » a finalement dit Mathieu. « Tu as entièrement raison. Mais je suis ici maintenant, non? J'essaie de réparer. » « Ou tu essaies de garantir une place à la table, » a dit Julien en avançant d'un pas. « Parce que soyons honnêtes, Mathieu, hier soir tu as entendu des chiffres. 150 millions d'investissements, 80 millions d'actifs, et maintenant tu viens avec des propositions d'extension et d'espace privé. »« Non, non !» Julien a pris son téléphone. « Alors explique ces messages que tu m'as envoyés hier soir. » Il a lu à voix haute. Combien exactement investis-tu dans le nouveau projet? As-tu des partenaires ou est-ce un investissement personnel? Ces tours sont-elles ton seul projet actif? Mathieu n'a rien dit. Tu n'as pas demandé comment allait Monsieur Beaumont, a continué Julien. Tu n'as pas demandé s'il avait besoin de quelque chose. Tu n'as pas demandé comment tu pouvais aider. Tu as demandé de l'argent, des opportunités d'investissement. Je travaille dans la finance, Julien. C'est normal que j'ai une curiosité professionnelle. Ne me prends pas pour un idiot. Julien a parlé fermement. Tu sais exactement ce que tu fais. Tu es venu parce que tu as réalisé que le parasite a maintenant plus d'argent que toi. Et ton père, celui que tu méprises, est maintenant lié à cet argent, et tu ne peux pas supporter ça. Ce n'est pas vrai. Mathieu s'est levé. Je suis venu parce que j'ai réalisé mon erreur, parce que je veux récupérer mon père. Tu veux le récupérer? Julien a résumé. Ou tu veux t'assurer que quand il héritera de quelque chose de moi, tu seras présent? Le silence qui a suivi était assourdissant.
Mathieu m'a regardé. Papa, ne crois pas ça. Il essaie de nous séparer. Il veut te garder pour lui tout seul. Maintenant, ma voix est sortie plus ferme que je ne l'espérais. Je ne te crois pas, Mathieu. Il s'est figé. Quoi? Julien a raison. Je me suis levé. Tu n'as pas demandé comment j'allais. Tu n'as pas demandé si je dormais bien, si je mangeais bien, si les cauchemars de l'incendie me réveillaient encore la nuit. Tu as demandé de l'argent. Papa, attends. Non. Je suis allé vers la table où j'avais laissé mon téléphone hier soir après le dîner. Tu m'as envoyé un message, un seul. J'ai cherché le message et l'ai lu à voix haute. Papa, est-ce vrai que Julien va te laisser quelque chose dans son testament? Combien? J'ai besoin de savoir pour t'aider à planifier. J'ai levé les yeux vers lui. Tu n'as pas dit « pardon ». Tu n'as pas dit « j'ai honte ». Tu as dit « combien ». C'est toujours ta question. C'est toujours ta question. C'est que j'étais inquiet qu'il te manipule. Que je le manipule, lui? Julien a ri amèrement. Tu as tout compris à l'envers. Mais tu sais quoi? Je vais te donner exactement ce que tu es venu chercher. De l'information. Il a marché vers son porte-documents et en a sorti les documents d'adoption. Il les a posés sur la table basse. Ceci est une demande d'adoption légale. Monsieur Beaumont va m'adopter officiellement. Je vais changer mon nom pour inclure le sien. Et oui, il est dans mon testament avec 50% d'héritage de tout ce que j'ai. Les yeux de Mathieu se sont écarquillés. Il a fait quelques calculs rapides. 40 millions d'euros. Mais, a continué Julien, il y a quelque chose que tu dois savoir. Cet argent vient sans toi. Il vient avec une condition. La condition est que Monsieur Beaumont ne doive plus jamais mendier de l'amour, qu'ils ne doivent plus jamais se demander s'il est un fardeau, qu'ils ne doivent plus jamais frapper à des portes qui devraient lui être ouvertes. Julien, attends. Non, c'est toi qui attends. Julien s'est approché de lui. Toute ta vie, ton père t'a tout donné, et maintenant que quelqu'un lui donne quelque chose, tu viens en courant. Pas pour lui, mais pour toi, par peur de perdre. Par peur d'être exclu. Je l'aime, a crié Mathieu. J'aime mon père. Tu m'aimes? Ai-je demandé. Ma voix a failli. Tu m'aimes, fils? Oui, de tout mon cœur. Alors dis-moi. Les larmes coulaient sur mon visage. Pourquoi ai-je l'impression que tu viens juste de me redécouvrir? Pourquoi ai-je l'impression que je ne suis précieux pour toi maintenant que parce que Julien m'a valorisé en premier? Mathieu a ouvert la bouche, l'a fermée. Il n'avait pas de réponse parce que la vérité était évidente, douloureuse, indéniable. Il m'avait redécouvert à travers la peur de perdre un héritage qui ne lui avait jamais appartenu. Va-t'en, Mathieu, ai-je dit doucement. Rentre chez toi auprès de ta femme, dans ta vie. Réfléchis bien à qui tu veux être. Parce que l'homme que tu es maintenant n'est pas l'homme que j'ai élevé. Papa, s'il te plaît, je te donne la même option que tu m'as donnée. Ma voix était ferme. Maintenant, il n'y a pas de place ici pour toi. Pas comme tu le veux. Pas jusqu'à ce que tu puisses venir sans calculatrice à la main, sans question sur les testaments et les héritages. Juste avec un cœur vraiment repentant. Mathieu m'a regardé pendant un long moment. J'ai vu quand le masque est tombé. J'ai vu quand la réalité l'a frappé. J'ai vu quand il a réalisé qu'il avait tout perdu. Pas l'argent. Moi. Il est sorti sans dire un mot de plus. La porte s'est fermée derrière lui avec un clic doux, le même clic de la porte qu'il avait fermée à mon visage le jour de l'incendie. La différence, c'est que cette fois, c'était moi qui fermais cette porte. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable d'établir des limites. Je me suis senti libre. Julien s'est approché et m'a enlacé. Vous avez été courageux, monsieur Beaumont. Je ne me sens pas courageux, je me sens brisé. Brisé, mais debout. Il a tenu mon visage entre ses mains, et c'est ce qui compte. Vous êtes debout, vous avez votre dignité, et vous m'avez, moi. Oui. J'ai souri à travers les larmes. Je tais-toi, mon fils. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. Julien a tenu toutes ses promesses.
Les architectes ont commencé à travailler sur les plans de reconstruction de ma maison. Les experts en assurance ont négocié un règlement équitable malgré mon absence d'assurance grâce aux avocats que Julien avait engagés. Et le lundi, comme promis, nous sommes allés chez le notaire. Maître Fontaine était un homme distingué d'environ 55 ans, avec un bureau dans le 8e arrondissement qui respirait la tradition et le respect. Monsieur Beaumont, Monsieur Rousseau, il nous a accueillis chaleureusement. C'est un honneur de faciliter cette adoption. Je dois dire, en 30 ans de carrière, j'ai rarement vu un cas aussi émouvant. C'est inhabituel, ai-je demandé. L'adoption d'adultes est rare, oui, mais quand il y a des preuves documentées d'un lien parental établi pendant la minorité, comme dans votre cas, la loi française le permet. Mais il a ouvert un dossier épais. Julien a fourni des témoignages de voisins, de professeurs, même de Madame Dubois qui se souvient de vous avoir élevé Julien pendant des années. Il était mon fils dans tout, sauf le nom, ai-je dit. Maintenant, je veux que ce soit aussi dans le nom. Maître Fontaine a souri. Alors signons. J'ai signé les documents avec des mains tremblantes. Chaque signature était un acte de foi, un acte d'amour, une reconnaissance officielle de ce que mon cœur avait toujours su. Julien était mon fils. Félicitations, a dit Maître Fontaine quand tout a été signé. Dans 6 semaines, après la période légale d'opposition, Julien Rousseau deviendra officiellement Julien Beaumont-Rousseau, et vous, Monsieur Beaumont, serez légalement son père adoptif. Nous nous sommes embrassés dans le bureau du notaire, 2 hommes en larmes, scellant un lien que le sang n'avait jamais créé, mais que l'amour avait rendu incassable. De Mathieu, silence total. Pas d'appel, pas de message. Au début, ça me faisait mal. Je prenais mon téléphone 10 fois par jour, vérifiant s'il avait écrit, mais graduellement, la douleur s'est transformée en acceptation. Mon fils avait fait son choix. Isabelle, l'argent, son orgueil. Tout ça était plus important que moi, et je devais accepter ça. Madame Dubois m'appelait régulièrement. Henri, Mathieu est venu au quartier hier. Il regardait les décombres de votre maison. Il avait l'air perdu. Il sait où me trouver s'il veut vraiment parler, répondais-je. Vous êtes plus fort que je ne le pensais, Henri. Je ne suis pas fort, Madame Dubois. Je suis juste fatigué de mendier l'amour de mon propre fils. La reconstruction de ma maison a commencé en novembre. Julien a engagé la meilleure équipe de construction, ironiquement pas la sienne, mais celle d'un concurrent qu'il respectait. Je veux que ce soit parfait pour vous, Monsieur Beaumont. Sans conflit d'intérêts, sans raccourci, juste la meilleure maison possible. Je visitais le chantier chaque semaine, voir les murs se lever, voir les fenêtres installées, voir la vie revenir là où il n'y avait eu que cendre, c'était thérapeutique. C'était comme me reconstruire moi-même. En décembre, l'adoption est devenue officielle. Nous avons organisé une petite célébration au Penthouse. Philippe et Isabelle Renard sont venus, ainsi que Marc et Sophie Lemoine, et Laurent et Claire Dubois, tous les témoins du dîner fatidique. À la famille, a fait un toast Philippe en levant son verre de champagne. Pas celle du sang, mais celle du choix. À Henri et Julien Beaumont, ont-ils tous dit en chœur. Julien m'a donné une enveloppe. Ouvre-la, papa. À l'intérieur se trouvait un nouveau passeport, un nouveau permis de conduire, tous les documents officiels avec mon nom. Et, en dessous, dans la section enfants, Julien Beaumont-Rousseau, fils adoptif. C'est officiel, a murmuré Julien. Tu es mon père devant Dieu, devant la loi, devant le monde entier. Nous avons pleuré encore, mais cette fois c'étaient des larmes de joie pure. En janvier, ma maison était prête. Julien m'a emmené la voir les yeux bandés. Je veux que ce soit une surprise totale. Quand il a enlevé le bandeau, j'ai perdu mon souffle. Ce n'était pas juste une reconstruction, c'était une renaissance. Les murs étaient peints en terracotta chaud. Les fenêtres, plus grandes qu'avant, laissaient entrer des flots de lumière. La cuisine était moderne, mais accueillante. Le salon avait un nouveau piano, un cadeau de Julien. Et partout, il y avait des photos de nous deux au fil des ans. Julien enfant sur mon canapé, Julien adolescent le jour où il est parti pour Lyon.
Des photos récentes de nous dans le penthouse, au restaurant, pendant la reconstruction. Tu remarques quelque chose qui manque? A demandé Julien. J'ai regardé attentivement. Il n'y a aucune photo de Mathieu. Je ne voulais pas présumer. C'est ta maison, papa. Si tu veux des photos de lui, nous les mettrons. Mais j'ai pensé que peut-être tu voulais commencer frais. J'ai réfléchi longuement. Non, pas maintenant, peut-être un jour, s'il revient. S'il revient vraiment, pas pour l'argent, pas par peur, mais par amour. Ce jour-là, nous mettrons sa photo. Mais pas avant. Tu es sage, papa. Non, je suis juste vieux. Et la vieillesse enseigne que la paix est plus importante que d'avoir raison, et que la dignité est plus précieuse que n'importe quel type de relation qui t'oblige à mendier du respect. Nous avons organisé une pendaison de crémaillère en février. Madame Dubois est venue, ainsi que tous les voisins. Même Monsieur Bernard de la boulangerie. Julien a fait un discours. Quand j'avais 9 ans, cet homme m'a ouvert sa porte. Il m'a donné plus qu'un toit. Il m'a donné l'espoir. Il m'a montré ce que signifie être un homme bon. Et quand le feu a tout pris, quand son propre fils lui a tourné le dos, j'ai su que c'était mon tour de lui ouvrir ma porte. Il a levé son verre. Cette maison n'est pas juste faite de briques et de mortier. Elle est construite sur quelque chose de plus fort. Elle est construite sur l'amour qui ne demande rien en retour. L'amour qui reste même quand tout le reste brûle. À Henri, ont crié tous les invités. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assis seul dans mon nouveau salon. Mon téléphone a vibré. Un message de Mathieu, le premier en 2 mois. « Papa, j'ai vu la maison, elle est belle. Je suis content que tu aies trouvé un endroit où être heureux. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je t'aime. » J'ai regardé le message pendant longtemps. Mes doigts ont plané sur le clavier. Une partie de moi voulait répondre immédiatement, l'inviter, reconstruire. Mais l'autre partie, la partie qui avait appris à se protéger, hésitait. J'ai appelé Julien. Il m'a écrit. Ah, qu'a-t-il dit? Je lui ai lu le message. Et que vas-tu faire? Je ne sais pas, qu'en penses-tu? Papa, Julien a parlé doucement, je pense que tu devrais faire ce que ton cœur te dit. Mais je pense aussi que les mots sont faciles. S'il veut vraiment revenir, il doit le montrer. Pas avec un message, avec des actions, avec du temps, avec de la constance. Tu as raison. J'ai répondu à Mathieu, merci pour le message. Je t'aime aussi, fils, mais l'amour sans action est juste des mots. Quand tu seras prêt à montrer, pas seulement à dire, tu sais où me trouver. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai éteint le téléphone. Puis je me suis assis devant mon nouveau piano. Mes doigts ont trouvé les touches, jouant la mélodie que ma grand-mère m'avait apprise il y a tant d'années. La musique a rempli la maison, et pour la première fois depuis l'incendie, j'ai senti que j'étais vraiment chez moi. Pas parce que j'avais des murs et un toit, mais parce que j'avais la paix, j'avais la dignité. Et j'avais un fils qui m'avait choisi quand je n'avais plus rien d'autre à offrir que moi-même. Les mois ont passé. Le printemps est arrivé, puis l'été. Julien s'est fiancé en avril. Aurélie, une pédiatre avec un cœur immense et une intelligence vive. « Papa », m'a-t-il dit le jour où il me l'a présenté, « elle sait tout sur toi. Et elle veut te connaître. » Aurélie m'a embrassé chaleureusement. « Monsieur Beaumont, Julien ne cesse de parler de vous. Il dit que vous êtes l'homme le plus courageux qu'il connaisse. » Je ne suis pas courageux, ai-je ri. Je suis juste têtu. Le courage et l'entêtement sont parfois la même chose, a-t-elle souri. Le mariage a eu lieu en juin, dans un château dans la vallée de la Loire. C'était magnifique. 200 invités, des fleurs partout, un orchestre jouant sous les étoiles. Quand Julien a prononcé ses vœux, il a regardé vers moi. « Aurélie, tu m'as choisi. Et ce choix signifie tout, parce que j'ai appris de mon père que la vraie famille n'est pas celle du sang. C'est celle qui choisit de rester quand tout le monde part. » Il y avait une chaise vide à la table d'honneur, la place de Mathieu. Je l'avais invité après de longues discussions avec Julien. « C'est ton mariage, fils. Si tu ne veux pas qu'il soit là, je veux qu'il ait la chance, » avait dit Julien. Mais c'est son choix de la saisir ou non. Mathieu n'est pas venu. Il a envoyé une carte. « Félicitations, je suis désolé de ne pouvoir être là.
des complications professionnelles. Des complications professionnelles le jour du mariage de l'homme qui avait été son meilleur ami d'enfance. Le message était clair. Son orgueil était toujours plus important. « Ça va, papa ?» a demandé Julien quand il a vu la chaise vide. « Oui, fils. » J'ai souri. « Je suis triste pour lui, pas pour moi. Il ne sait pas ce qu'il rate. » En nous, Aurélie a annoncé qu'elle était enceinte, un garçon, mon premier petit-fils, techniquement mon premier petit-fils officiel. « Comment allons-nous l'appeler ?» a demandé Julien un après-midi pendant que nous prenions le thé dans mon jardin. « C'est votre décision. À toi et Aurélie. Nous voulons l'appeler Henri, comme toi. » Les larmes sont revenues, elles revenaient toujours. « Fils. Papa, tu m'as donné ton nom quand je n'en avais pas. Maintenant, je veux que ce nom continue, Henri Beaumont-Rousseau, la 3e génération. Je serai honoré. » Le petit Henri est né en février, exactement 1 an après ma pendaison de crémaillère. 8 livres, des yeux verts comme son père, des poumons puissants qui annonçaient son arrivée au monde. Quand Julien me l'a mis dans les bras pour la première fois, j'ai senti quelque chose se briser et se réparer en même temps dans ma poitrine. « Bonjour, petit homme », ai-je murmuré. « Je suis ton grand-père, et je te promets ce que j'ai promis à ton père il y a tant d'années, que tu seras toujours aimé, toujours protégé, toujours valorisé. » Ce soir-là, dans ma maison, tenant une photo de moi avec le bébé Henri, j'ai reçu un appel, un numéro que je connaissais, mais que je n'avais pas vu en presque 1 an. « Papa ?» La voix de Mathieu était différente, plus douce, plus humble. « Mathieu. J'ai entendu dire que Julien avait eu un fils. Félicitations. Tu es grand-père. Merci. » Silence inconfortable. « Papa, est-ce que je peux venir te voir ? Pas pour demander quelque chose, pas pour discuter d'argent ou d'héritage, juste pour parler, s'il te plaît. » Quelque chose dans sa voix était différent. La désespération avait disparu. Le calcul avait disparu. Il restait juste de la tristesse. « Qu'est-il arrivé, Mathieu ? » « Isabelle et moi nous sommes séparés. Elle est partie avec un de mes collègues de travail. Quelqu'un de plus riche, avec plus de contacts. » Il a ri amèrement. « Ironique, n'est-ce pas ? Elle m'a quitté exactement pour les raisons pour lesquelles elle m'avait dit de te quitter. Je suis désolé. Moi aussi. Mais pas parce qu'elle est partie. Parce que j'ai réalisé que tu avais raison, que Julien avait raison, qu'elle était exactement la personne que vous avez dit qu'elle était, et je l'ai choisie plutôt que toi. Mathieu, s'il te plaît, papa, je sais que je n'ai pas le droit de demander. Je sais que j'ai tout gâché, mais je veux essayer de réparer, pas pour l'argent, pas par peur, mais parce que j'ai perdu la seule personne qui m'a toujours aimé inconditionnellement, et je ne peux pas vivre avec ça. » J'ai regardé par la fenêtre, le jardin que Julien avait fait aménager, la balançoire qu'il avait installée pour quand le petit Henri serait assez grand, la vie que j'avais reconstruite des cendres. « Tu peux venir ?» ai-je finalement dit. « Mais Mathieu, je ne suis plus le même homme. Je ne vais plus mendier ton amour. Je ne vais plus accepter les miettes. Si tu viens comme quelqu'un qui doit reconstruire la confiance, pas comme quelqu'un qui a le droit à mon pardon. » « Je comprends. Merci papa, merci. Samedi, 2 heures. Je serai là. » Quand j'ai raccroché, j'ai appelé Julien pour lui dire. « Qu'en penses-tu » ai-je demandé. « Je pense que tu lui donnes une chance que beaucoup ne donneraient pas. Mais je pense aussi que tu as appris à te protéger. Tu ne le laisses pas entrer facilement. Tu lui fais gagner sa place. » Exactement. Alors je suis fier de toi, papa, et je serai là samedi, pas pour interférer, mais pour te soutenir, si tu le veux. Je le veux toujours, fils. Le samedi est arrivé. Mathieu a sonné à 2 heures précises. J'ai ouvert la porte. Il avait perdu du poids. Il avait des cernes sous les yeux. Il portait un jean et un pull simple, pas ses vêtements de designer habituels. Papa. Il n'a pas essayé de m'embrasser. Il est juste resté là, attendant. Entre. Nous nous sommes assis dans le salon. Julien était dans la cuisine, donnant de l'intimité mais restant à portée de voix. « Merci de me recevoir », a commencé Mathieu.
Mais parle-moi, ai-je dit. Qu'est-ce qui a changé? Tout. Il a regardé ses mains. Quand Isabelle est partie, j'ai réalisé que j'étais seul. Vraiment seul. Mes collègues, mes amis, ils étaient tous de son côté. Parce qu'elle avait les contacts, l'argent familial, les connexions. Moi, j'étais juste le mari. Continue. J'ai passé des mois à réfléchir. À tout. À comment je t'ai traité. À comment j'ai traité Julien. À comment j'ai choisi une femme qui ne m'aimait pas vraiment plutôt qu'un père qui m'avait tout donné. Il a levé les yeux et j'ai vu de vraies larmes. Et j'ai réalisé que je suis devenu exactement le genre de personne que je détestais, superficielle, matérialiste, quelqu'un qui valorise l'argent plus que les gens. Et qu'est-ce que tu veux maintenant? Je veux te connaître à nouveau, le vrai toi. Je veux rebâtir une relation, si tu le permets. Pas en une journée, je sais que c'est impossible, mais graduellement, avec du temps, avec des actions, pas seulement des mots. Et l'argent de Julien, son héritage? Mathieu a secoué la tête. Je ne m'en soucie plus. Honnêtement, Julien a gagné chaque centime qu'il a. Il a travaillé dur. Il a surmonté des obstacles que je n'ai jamais eu à affronter. S'il veut te laisser tout, tu le mérites. Vous vous êtes choisis mutuellement. Moi, je t'ai rejeté. Alors pourquoi es-tu ici? Parce que perdre de l'argent fait mal. Mais perdre ton père est insupportable. Sa voix s'est brisée. J'ai perdu ma mère quand j'avais 16 ans. Je ne veux pas perdre mon père aussi. Surtout pas à cause de ma propre stupidité. Julien est entré dans la pièce, portant un plateau avec du thé. Il l'a posé sur la table et s'est assis à côté de moi. « Mathieu !» a dit Julien calmement. « Julien !» Mathieu l'a regardé. « Je te dois aussi des excuses. Tu as été mon meilleur ami. Et je t'ai abandonné parce que j'avais honte. Honte de là d'où tu venais, honte de ce que les autres penseraient. Je sais, et maintenant tu es plus prospère que je ne le serai jamais. Tu as une belle femme, un fils, mon père qui t'aime plus que moi, et tu mérites tout ça. Merci, a dit Julien. Mais je ne veux pas être en compétition avec toi, Mathieu. Je n'ai jamais voulu ça, je voulais juste un père. Et quand tu as abandonné le tien, j'ai été là. Non pas pour te le voler, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Je sais. Mathieu a essuyé ses yeux. Et je ne peux pas te remercier assez d'avoir été là quand je n'y étais pas. Nous avons bu le thé en silence. C'était inconfortable, tendu, mais c'était honnête. Mathieu, ai-je finalement dit, je ne peux pas te promettre que les choses redeviendront comme avant. Trop s'est passé. Trop de douleur. Mais je peux te promettre que si tu montres constamment, pendant des mois, peut-être des années, que tu as vraiment changé, nous pouvons reconstruire quelque chose. Pas la même relation, mais quelque chose de nouveau. C'est tout ce que je demande, une chance. Alors voici les règles. J'ai levé un doigt. 1. Tu viens me voir régulièrement. Pas quand tu as besoin de quelque chose, mais juste pour être présent. 2. Tu traites Julien avec le respect qu'il mérite. Il est mon fils, légalement et dans mon cœur. Si tu ne peux pas accepter ça, alors nous n'avons rien à construire. J'accepte. 3. Tu vas en thérapie. Tu travailles sur toi-même, sur pourquoi tu as fait ces choix. Parce que je ne veux pas que ça se reproduise. Je vais le faire. Et 4. J'ai baissé la voix. Tu n'obtiens pas d'argent de moi. Pas maintenant, peut-être jamais. Si tu es ici pour moi, tu dois me prouver que ce n'est pas pour mon portefeuille ou pour l'héritage de Julien. Tu dois me prouver que tu veux juste ton père. Je comprends. Mathieu a hoché la tête. Je suis d'accord avec tout. Et alors nous pouvons commencer, lentement, prudemment. Mathieu a tendu la main, pas pour une embrassade, juste une poignée de main. Merci papa. Je l'ai serré. Ne me remercie pas encore. Remercie-moi dans 1 an si tu es toujours là. Les mois qui ont suivi ont été délicats. Mathieu venait chaque samedi. Au début, les conversations étaient forcées, superficielles. Mais graduellement, nous avons commencé à parler de vraies choses, de maman Claire, de ses regrets, de ses peurs. Il a commencé la thérapie. Il m'a montré la carte de rendez-vous de son thérapeute, non pas parce que je l'avais demandé, mais parce qu'il voulait que je sache qu'il était sérieux.
Il a aussi commencé à venir au dîner de famille avec Julien, Aurélie et le petit Henri. Au début, c'était tendu. Mais avec le temps, j'ai vu quelque chose changer. J'ai vu Mathieu regarder Julien avec respect, pas avec envie. J'ai vu comment il jouait avec le bébé Henri, avec une douceur que je ne lui connaissais pas. 1 an plus tard, presque jour pour jour après notre conversation, Mathieu est venu me voir, avec quelque chose dans les mains. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « Ouvre-le. » C'était un album photo. Mais pas n'importe quel album. C'était des photos de nous, de moi et Mathieu quand il était bébé, enfant, adolescent. Des photos que j'avais perdues dans l'incendie, mais qu'il avait gardées. « Je les ai numérisées, » a-t-il dit doucement. « Je voulais que tu les aies à nouveau, parce que même si j'ai gâché notre relation, ces moments étaient réels. Tu as été un père incroyable, et je veux que tu te souviens de ça. » J'ai feuilleté l'album, les larmes coulant librement. Là, j'étais en train de le bercer quand il était nouveau-né. Là, je lui apprenais à faire du vélo. Là, nous étions à sa remise de diplôme universitaire, tous les deux souriants, pleins d'espoir pour l'avenir. « Merci », ai-je murmuré. « Merci, fils. Je t'aime, papa. » Il m'a embrassé. « Et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. » Cette nuit-là, j'ai mis une photo dans mon salon. Une photo de Mathieu, à côté de celle de Julien. Pas au même niveau, pas encore. Mais c'était un début. 2 ans après l'incendie, nous avons organisé un grand dîner dans ma maison. Julien, Aurélie et le petit Henri. Maintenant, un bambin courant partout. Mathieu, qui avait rencontré quelqu'un de nouveau, une femme simple nommée Sophie, qui travaillait comme enseignante et qui aimait Mathieu pour lui-même, pas pour son argent. Les Renards, les Lemoine, les Dubois. Madame Dubois du quartier, même Monsieur Bernard de la boulangerie. « Un toast ?» a dit Julien en levant son verre. « Il y a 2 ans, cette maison a brûlé, et avec elle, nous pensions que tout avait été perdu. Mais des cendres, quelque chose de plus fort, est né. » Il m'a regardé avec des yeux brillants. « Mon père m'a appris que la famille n'est pas toujours celle que tu reçois. Parfois, c'est celle que tu choisis. Parfois, c'est celle qui te choisit quand tu n'as plus rien à offrir. Et parfois, a ajouté Mathieu en se levant aussi, c'est celle à qui tu dois prouver que tu mérites une seconde chance. Papa, merci de m'avoir donné cette chance. Je sais que je ne l'ai pas méritée, mais je travaille chaque jour pour la mériter. À la famille, ont crié tous les invités, à Henri, à mes fils, ai-je dit en les regardant tous les deux. L'un qui m'a choisi quand je n'avais rien, l'autre qui a appris douloureusement ce que signifie vraiment me valoriser. Vous êtes tous les deux mes fils, différemment mais complètement. Le petit Henri a couru vers moi, ses petits bras tendus. « Papy !» Je l'ai soulevé, ce petit garçon qui portait mon nom, qui représentait tout ce qui était bon dans cette histoire compliquée. « Oui, mon ange. »« Je t'aime, papy. Je t'aime aussi, mon petit Henri. » Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assis dans mon jardin sous les étoiles. J'avais 70 ans. J'avais survécu à un incendie. J'avais été rejeté par mon fils biologique. J'avais été sauvé par un garçon que j'avais nourri des décennies auparavant. J'avais reconstruit ma maison. J'avais reconstruit ma vie. Et j'avais appris la leçon la plus importante de toutes. La famille n'est pas définie par le sang que vous partagez. Elle est définie par qui est prêt à saigner pour vous. Et parfois, le fils que vous n'attendiez pas est exactement le fils dont vous aviez besoin. Et parfois, le fils que vous pensiez avoir perdu peut retrouver son chemin de retour, s'il est prêt à faire le travail. J'ai 70 ans. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je sais ceci. Je vivrai avec dignité, avec amour, avec un fils qui a choisi de m'aimer quand il n'en avait aucune obligation, et avec un autre fils qui apprend lentement ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel. Et si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait réfléchir sur vos propres relations familiales, sur qui est vraiment présent quand tout s'effondre, laissez votre commentaire. Dites-moi d'où vous regardez. Quelque chose de similaire vous est-il arrivé? Avez-vous dû prendre des décisions familiales difficiles? Si cette confession vous a laissé avec une réflexion, likez cette vidéo
et abonnez-vous à la chaîne Conseil du Grand-Père pour continuer à partager des histoires de vie comme celle-ci. Des histoires qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que d'autres ont aussi pleuré, que d'autres ont aussi dû choisir entre aimer et se protéger. Et que choisir de se protéger n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie, c'est de la dignité, c'est de l'amour propre, parce qu'on ne peut pas servir de l'eau d'un puits asséché. Et j'ai passé trop d'années à laisser les autres boire, jusqu'à me vider complètement. Maintenant, mon puits est plein à nouveau, et je ne le partage qu'avec ceux qui apprécient l'eau. Jusqu'à la prochaine histoire, où nous continuerons à rappeler à tous que être fort ne signifie pas ne jamais pleurer. Cela signifie se relever après chaque larme. Et je me suis relevé. Encore et encore. Et vous le pouvez aussi. I don't know. I don't know why I wouldn't let me grapple. I feel like I've died more times today than any other day. Is that it? Where are you going? You don't like my company? Yeah? Fuck, 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 fuck. Fountain of crying blood. Guess that's what that is. People speaking tongues. That is gross. The hotel would have been full of foreigners. Maybe that's it. Oh my god! Fucking idiot. So close. Oh no. It spawns me all the way back at him. So. Release? I don't even know where it spawns me this time. Yeah, you can press the button. Okay. Trail. Well, he's either clairvoyant or I'm being set up. Guess the My deceitful God. 9 must be a room number then. So many lockpicks. Why? Right? Crazy. We don't open any of these? Shame, there's loot and like. Key card, probably. Don't know where the fuck you find it. How the hell are we gonna find room number 9? Oh. Oh, 9? 107 9. is the last room. That's a good question. Maybe 109. Or it's down.
What is it, downstairs? Oh. Oh, this card works. Holy shit. There we go. A lot of key cards for a lot of different rooms. Should be able to unlock them all now. Sorry. And they were downstairs? No, all of them. Just anywhere. Looking at the room numbers. Oh. You got that one.